Le 23 juillet 1943, à 14h17, un avion d'attaque soviétique Il-2 revenait d'une mission de combat au-dessus des champs près d'Orel. Son moteur fumait, sa vitesse diminuait. Il volait à 300 mètres d'altitude et poursuivait sa descente. À ce moment-là, le pilote vit ce qui signifiait une mort certaine. 8 points à l'horizon. 8 chasseurs allemands Messerschmitt Bf 109. Ils se dirigeaient vers l'appareil endommagé, tels des loups sur un cerf blessé. Un Il-2 d'attaque face à un chasseur, ce n'est pas un combat, c'est une exécution. Un appareil lourd et pâteau, limité à 400 km/h, contre une machine capable d'atteindre 600 km/h. Les canons de l'Il-2 sont pointés vers l'avant et vers le bas, visant des cibles au sol. Le chasseur attaque par derrière et par le haut. Le pilote de l'Il-2 n'a même pas le temps de se retourner pour riposter. La tactique habituelle dans une telle situation est de voler à basse altitude. Rester près du sol, où il est plus difficile pour un chasseur d'attaquer. Espérer atteindre les vôtres. Prier. Cette tactique n'a pas fonctionné. Au cours des 3 semaines précédentes, les pilotes allemands avaient appris à achever les avions d'attaque à basse altitude. Ils se laissaient simplement glisser derrière eux et tiraient sur les appareils sans défense. Sur les 12 Il-2 que le régiment rencontra dans cette situation en juillet, 2 revinrent. Et ces derniers avaient des équipages grièvement blessés. Le pilote, aux commandes de l'avion d'attaque endommagé, connaissait ces statistiques. Il a lui-même enterré ses camarades. Il a lui-même écrit des lettres à leur famille. Il lui restait moins de 3 minutes avant que les Messerschmitt n'atteignent la portée de tir. 3 minutes pour prendre une décision. 3 minutes pour mourir de façon classique ou tenter quelque chose d'inédit. Il a choisi la deuxième. Ce qui se passa dans les 11 minutes suivantes contraignit le commandement allemand à interroger les pilotes survivants de la Luftwaffe pendant 1 semaine. Incrédules face à leurs témoignages, ils exigèrent des explications et cherchèrent la moindre erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Un Il-2 endommagé, dont le moteur était défectueux, abattit 8 chasseurs ennemis. Ces 8 appareils étaient pilotés par des as expérimentés, dont certains comptaient plus de 20 victoires aériennes à leur actif. Comment ? Le pilote a utilisé des tactiques que son propre commandement qualifiera plus tard de honteuses. Des tactiques qui contrevenaient à tous les règlements. Des tactiques qui auraient pu lui valoir un passage en cour martiale en temps de paix. Il commença à tomber. Ne pars pas. Ne résiste pas. Tombe. Et dissimulé dans cette chute se trouvait le piège le plus mortel de la guerre aérienne de 1943. Il s'appelait Alexandre Nikolaïevitch Gorovets. En réalité, non. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. L'histoire que je vais vous raconter s'inspire de son héroïsme, mais elle concerne quelqu'un d'autre. Un homme dont le nom n'a pas été inscrit dans les manuels scolaires. Un homme qui a survécu et qui, de ce fait, n'est pas devenu une légende de son vivant. Un homme dont les tactiques ont sauvé des dizaines de pilotes, mais dont le nom n'est connu que des archivistes. Il s'appelait Fyodor Andreïevitch Kounitsyne. Il avait 27 ans. Né en 1916 à Verkhnaya Salda, un village de l'Oural, il était le fils d'un contremaître d'usine métallurgique. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père avaient tous travaillé dans la métallurgie. La terre de l'Oural, imprégnée de fer et de feu, coulait dans ses veines. Enfant, Fyodor rêvait de devenir ingénieur. Il démontait et remontait tout ce qui lui tombait sous la main. Réveil, réchaud à gaz, la moto de son père. Un jour, il restaura un gramophone abandonné par les voisins, et celui-ci se mit à jouer. Sa mère pleura de joie. La musique était rare à la maison. En 1934, Fyodor aperçut un avion. C'était un vol de propagande. Un U-2 survolait Verkhnaya Salda. C'était un biplan ordinaire, fait de bois et de toile, ressemblant davantage à une grange volante qu'à une machine du futur. Mais pour un garçon de 17 ans, ce fut une révélation. Il a rejoint le club d'aviation. En 1937, Fyodor Kounitsyne était l'un des meilleurs cadets de l'aéroclub de Sverdlovsk. Ses instructeurs remarquaient son sang-froid et la précision de ses gestes. Il ne laissait transparaître aucune nervosité en vol. Il ne paniquait pas lorsqu'un problème survenait. Il réfléchissait. En 1938, il fut envoyé à l'école d'aviation militaire d'Orenbourg.
Il y maîtrisa le bombardier SB, puis le chasseur I-16, et enfin le tout nouvel avion d'attaque Il-2. L'Il-2 devint son destin. Il connaissait cet avion comme sa propre peau. Il en connaissait le moindre caprice, la moindre particularité, la moindre faiblesse. Il savait comment la machine se comportait à différentes vitesses, comment elle réagissait au vent, quel bruit faisait son moteur en cas de surchauffe. Au début de la guerre, le lieutenant Kounitsyne totalisait 600 heures de vol. C'était considérable. La plupart des pilotes envoyés au combat en 1941 et 1942 n'en avaient que 50 à 100. Il n'avait pas le temps de devenir pilote. Il n'avait que le temps de mourir. Fedor a survécu. Il a survécu près de Moscou, lorsque son avion d'attaque a encaissé 32 impacts et a tout de même réussi à atteindre l'aérodrome. Il a survécu près de Stalingrad, lorsque son avion a pris feu en plein vol et qu'il a atterri sur le fuselage dans la neige à 1/2 kilomètre des positions allemandes. Il a survécu près de Kharkov, lorsqu'il a été abattu par la DCA et a marché pendant 2 jours à travers les lignes de front avec des éclats d'obus dans la cuisse. En juillet 1943, le lieutenant Kounitsyne servait au sein du 8e régiment d'aviation d'assaut de la Garde, appartenant à la 2e armée aérienne. Il avait effectué 112 missions de combat. Il fut décoré de l'ordre du Drapeau rouge et de l'ordre de la guerre patriotique de première classe. Sa photographie figurait sur le tableau d'honneur du régiment. Son mitrailleur était le sergent Mikhail Petrovitch Saveliev, un jeune homme de 22 ans, originaire de Toula. Calme et silencieux, il avait des mains de forgeron et un regard de tireur d'élite. Avant la guerre, il travaillait comme mécanicien dans une usine d'armement. Il connaissait les armes comme Kounitsyne connaissait les avions. Il pouvait démonter et remonter une mitrailleuse les yeux fermés. Il pouvait tirer de n'importe quelle position, sous n'importe quel angle, à n'importe quelle vitesse. Ils volaient ensemble depuis janvier 1943. Durant ces 7 mois, ils avaient développé cette compréhension particulière qui ne se forme qu'entre des personnes ayant frôlé la mort à maintes reprises. Ils se comprenaient sans un mot. Kounitsyne pressentait quand Saveliev allait ouvrir le feu. Saveliev pressentait quand Kounitsyne allait entamer une manœuvre. C'était important. C'était essentiel à ce qu'il devait faire. Car Fyodor Kounitsyne n'a pas seulement survécu à 112 missions, il a passé tout ce temps à réfléchir, à analyser, à chercher. Je cherchais un moyen de ne pas mourir. Pour comprendre ce qu'a fait Kounitsyne, il faut comprendre pourquoi les Stormtroopers sont morts. L'Il-2 est un avion légendaire. On l'appelait le char volant. On l'appelait aussi la mort noire. Les Allemands le surnommaient l'avion en béton, Betonflugzeug, car il était quasiment impossible à abattre depuis le sol. Tout est vrai, et tout est faux. L'Il-2 était d'une robustesse exceptionnelle pour son époque. Son cockpit et son compartiment moteur étaient protégés par une capsule blindée composée de plaques d'acier de 4 à 12 mm d'épaisseur. Ce blindage pesait près de 700 kg et résistait aux impacts de balles de 7,92 mm, aux éclats d'obus antiaériens et aux tirs de canons automatiques de petit calibre. Mais le char volant avait une vulnérabilité mortelle. La partie arrière du fuselage n'était pas blindée. Elle était faite de bois et de contreplaqué recouverts de percale. Une mitrailleuse standard pouvait la percer, un obus de canon la réduirait en miettes. Et les combattants attaquèrent par derrière. C'étaient les bases du combat aérien, attaquer par derrière et par le haut, une approche classique. L'ennemi ne vous voit qu'au dernier moment. Il ne peut pas riposter car son arme est pointée vers l'avant. Vous vous approchez, vous visez, vous tirez. Vous êtes en sécurité. Lui, non. Pour les chasseurs de la Luftwaffe, les avions d'attaque Il-2 étaient la cible idéale. Lent, difficile à manœuvrer, avec une vaste zone d'effet et un hémisphère arrière vulnérable. En 1943, les pilotes allemands avaient perfectionné ces tactiques au point de les automatiser. Le premier Messerschmitt approche par l'arrière et par le haut, à une distance de 3 à 400 mètres. Une brève rafale de tir atteint la queue. Les gouvernails sont endommagés. L'avion d'attaque perd le contrôle. Le second Messerschmitt achève le travail. Tir ciblé sur la cabine et le moteur à une distance de 150 mètres.
La troisième sert d'assurance au cas où les deux premières échoueraient. L'affrontement a duré entre 30 secondes et 1 minute. Les avions d'attaque n'ont même pas eu le temps de se rendre compte qu'ils étaient pris pour cible. Au cours du premier semestre 1943, les pertes des régiments d'assaut soviétiques furent monstrueuses. La durée de vie moyenne d'un équipage d'Île-2 en première ligne était de 13 à 16 sorties de combat. 13 sorties. Cela représente moins de 2 semaines de combats intenses. Le 8e régiment d'aviation d'attaque de la Garde, où servait Kounitsyne, perdit 28 équipages entre juin et juillet 1943. 56 hommes. C'est presque l'effectif complet du régiment. Fiodor Kounitsyne les connaissait tous. Il connaissait le lieutenant Viktor Somov de Voronej, décédé le 3 juin. Somov avait 20 ans. Il avait rejoint le régiment 2 semaines auparavant et avait déjà effectué 11 sorties. Lors de la 12e, il fut abattu par 2 Messerschmitt à 10 km de la ligne de front. L'avion d'attaque s'écrasa dans un champ et explosa. Kounitsyne a vu l'explosion. Il volait dans la même formation. Il a vu un morceau de peau s'échapper de l'avion de Somov, tournoyant comme une feuille d'automne. Il a vu l'avion piquer du nez, se retourner sur son aile et plonger. Il a vu une colonne de fumée noire. Il était impuissant. Le chasseur allemand prenait déjà de l'altitude, se préparant à une nouvelle attaque. Kounitsyne ne put qu'appuyer sur la détente et tirer dans le vide. Ses canons étaient pointés vers l'avant, l'ennemi était derrière lui. Il connaissait le sergent-chef Nikolai Eremin, mitrailleur de queue de l'avion du capitaine Drozdov. Eremin était le mitrailleur le plus expérimenté du régiment. Il comptait 3 victoires aériennes confirmées, un exploit remarquable pour une arme défensive. Il fut tué le 8 juin lorsqu'un Messerschmitt perça le cockpit arrière avec un obus de 20 mm. Drozdov ramena l'appareil vers ses troupes, mais Eremin était mort en vol. Kounitsyne a aidé à extraire son corps de la cabine déchiquetée. Il connaissait le lieutenant Anatoly Tchernik de Kazan. Tchernik était marié et sa femme était enceinte. Il montra à Kounitsyne une photo d'elle, une jeune fille souriante, les cheveux tressés, vêtue d'une robe blanche, avec le Kremlin de Kazan en arrière-plan. Tchernik mourut le 12 juin. Son avion fut attaqué au retour d'une mission. Il tentait de s'échapper à basse altitude comme on le lui avait ordonné. Un Allemand le rattrapa et lui tira dessus à bout portant. L'avion s'écrasa dans le fleuve. Plus tard, Kounitsyne écrivit une lettre à sa femme. Il y affirmait que son mari était mort en héros, que sa mort avait été instantanée. Il mentait. Il ignorait comment Tchernik était mort. Peut-être s'était-il noyé dans la cabine, blessé mais vivant. Chaque semaine, Kounitsyne écrivait des lettres comme celle-ci. Chaque semaine, il enterrait ses camarades. Chaque semaine, il voyait arriver de nouveaux équipages pour remplacer les disparus. De jeunes recrues des écoles de pilotage, totalisant 50 à 70 heures de vol, le regard insensible à la mort. Et chaque semaine, il se posait la même question. Pourquoi ? Non pas pourquoi la guerre, non pas pourquoi la mort. La question concrète et pratique. Pourquoi les tactiques classiques ne fonctionnent-elles pas ? Les instructions étaient les suivantes. Lors d'une attaque contre un chasseur, voler bas, rester près du sol et manœuvrer. Espérer que l'ennemi n'ait pas le temps de viser. Ça n'a pas marché. En 1943, les pilotes allemands comptaient 2 ou 3 ans d'expérience au combat. Ils avaient abattu des centaines d'avions d'attaque. Ils maîtrisaient toutes les techniques. Ils savaient comment attaquer à basse altitude. Leur Messerschmitt était plus rapide, plus maniable et mieux armé. Les instructions disaient « Ripostez au mitrailleur, faites fuir le chasseur ». Ça n'a pas marché. Le mitrailleur de l'Île-2 prenait place dans le cockpit ouvert, derrière le pilote. Il disposait d'une mitrailleuse UBT de 12,7 mm, une arme efficace. Cependant, l'angle de tir était limité par la conception de l'appareil. Le mitrailleur ne pouvait pas tirer directement vers l'arrière, la dérive le gênait. Il ne pouvait pas non plus tirer vers le bas, le fuselage faisant obstacle. L'arc de tir était d'environ 60 à 70 degrés de chaque côté de l'axe longitudinal. Les Allemands le savaient.
Le pilote expérimenté du Messerschmitt arrivait directement par l'arrière, juste en dessous de la ligne de queue, dans l'angle mort du mitrailleur. Il pouvait viser et tirer sans problème. Le mitrailleur pouvait le voir, mais il ne pouvait pas l'atteindre. Les instructions indiquaient d'effectuer une manœuvre de contre-attaque en ciseaux avec un groupe d'avions d'attaque. Se couvrir mutuellement par des tirs croisés. Ça marchait. Parfois. Quand les Stormtroopers volaient en groupe, quand tout le monde était en sécurité, quand personne n'était laissé pour compte. Mais que peut faire un avion d'attaque isolé? Endommagé, séparé du groupe, de retour de mission? Les instructions ne répondaient pas à cette question. Les instructions étaient de suivre le rythme du groupe. Kunitzin comprit la logique brutale de cet ordre. Si vous prenez du retard, vous êtes mort. Le commandement le savait. Le commandement considérait ces hommes comme des pertes inévitables. La guerre. Mais Kunitzin ne voulait pas que cette perte soit inévitable. Il voulait vivre, et il voulait que les autres vivent. Chaque soir, après ses vols, il s'asseyait sur l'aile de son Ilyushin et réfléchissait. Il fumait cigarette sur cigarette en contemplant le coucher du soleil. Il repensait aux batailles. Il analysait les attaques allemandes. Il cherchait les points faibles. Et un jour, il l'a trouvé. Cela s'est produit dans la nuit du 14 au 15 juillet 1943. Kunitzin n'arrivait pas à dormir. Petya Voronin, un jeune homme de 23 ans, originaire d'Ivanovo, avait été tué dans la journée. Voronin avait rejoint le régiment une semaine auparavant. Il avait effectué 6 missions. Il avait été abattu lors de la 7e. Kunitzin l'a vu. Il était en tête d'un groupe de 4 avions d'attaque. Voronin fermait la marche. Sur le chemin du retour, ils furent interceptés par une formation de 4 Messerschmitt. Tout s'est passé très vite. Si vite que Kunitzin n'a même pas eu le temps de réagir. Le premier Allemand attaqua Voronin par derrière et par en dessous. Une brève rafale. La queue de l'avion d'attaque fut arrachée. L'appareil devint incontrôlable, partit en vrille et piqua du nez. Voronin n'eut même pas le temps de s'éjecter. Peut-être n'avait-il pas pu le faire à temps. Peut-être était-il blessé. Peut-être le cockpit s'était-il bloqué. Kunitzin repoussa les Allemands par le feu. Mais Voronin avait déjà disparu. La nuit, il s'allongeait sur sa couchette et fixait le plafond de l'abri. Ses camarades ronflaient non loin de là. Quelqu'un gémissait dans son sommeil. Il faisait des cauchemars. Dehors, les grillons chantaient. Kunitzin pensa. Il réfléchit à la façon dont les Allemands attaquent. Par derrière et par en dessous. Pourquoi? Parce que c'est l'angle mort du tireur. Parce que c'est le meilleur angle pour viser. Parce que le soldat d'assaut ne voit l'attaquant qu'au tout dernier moment. Il réfléchit à ce que faisaient les Stormtroopers. Ils tentaient de s'échapper. Ils se tenaient au ras du sol. Ils manœuvraient. Mais ils n'attaquaient pas. Ils ne pouvaient pas attaquer. Leurs armes étaient pointées vers l'avant et vers le bas. Il repensa au comportement des pilotes allemands. Confiants, effrontés. Il savait que le Sturmovik était une proie. Il savait qu'il prendrait la fuite. Ils n'eurent pas peur. Ils s'approchèrent au plus près, à 150 mètres, pour l'achever à coup sûr. Et puis Kunitzin se souvint de la chasse. Avant la guerre, son père l'emmenait chasser dans les forêts de l'Oural. Il chassait le canard, le lièvre et, une fois, l'ours. Son père lui enseigna la règle la plus importante de la chasse. Ne jamais s'approcher de sa proie avant d'être certain qu'elle est morte. Un animal blessé est le plus dangereux. Blessé, traqué, désespéré, il attaque. Il attaque le chasseur. Il lance une ultime attaque, vaine et désespérée. Et parfois, il gagne. Kunitzin se redressa sur le lit. Son cœur battait rapidement. Il a compris. Les pilotes allemands considéraient les SA comme des proies sans défense et inoffensives. Ils étaient habitués à les voir fuir. Ils étaient habitués à ce qu'ils n'attaquent pas. Ils s'approchèrent pour les achever. Et si le Stormtrooper ne s'enfuyait pas? Et s'il faisait le mort? Laissait l'Allemand s'approcher au plus près, puis frappait.
Kounitsin a bondi et a couru hors de l'abri. C'était le cœur de la nuit. La lune éclairait le terrain d'aviation. Les avions étaient stationnés dans des casemates recouverts de filets de camouflage. Les techniciens dormaient. Kounitsin se dirigea vers sa voiture, tremblant d'excitation. Il s'arrêta près de son Il-2. Il posa la main sur l'aile. Du métal froid sous ses doigts. « Réfléchis, se dit-il, réfléchis. Si un soldat d'assaut tombe, l'Allemand s'approche. Pour vérifier, pour s'assurer, pour l'achever si nécessaire. Mais si un avion de combat s'écrase, il perd de la vitesse et de l'altitude. Il ne peut plus attaquer. Ses canons sont pointés vers l'avant et les Allemands sont derrière lui. Si seulement... » Kounitsin fit le tour de l'avion. Je regardais la queue, sur la tourelle du mitrailleur. Canonnier. Saveliev. Si Kounitsin simule une chute, en perdant de l'altitude, en inclinant l'appareil et en émettant de la fumée, l'Allemand s'approchera. Il se tiendra derrière et en contrebas, à sa position habituelle. Il attendra que l'avion d'attaque s'écrase. Et à ce moment-là, Saveliev le regardera droit dans les yeux. Lorsque l'Allemand s'approche suffisamment, 50, 30 mètres, dans la zone de tir garantie, Saveliev ouvrira le feu. Mais cela ne suffit pas. On peut abattre un Allemand comme ça, mais que se passe-t-il s'il y en a plusieurs? Kounitsin fit de nouveau le tour de l'avion. Cette fois, il regardait le nez, les canons. 2 canons VIC-A de 23 mm, l'arme aérienne la plus puissante. Un obus tiré par ce canon a percé le blindage des chars allemands. Il a coupé un chasseur en 2. Mais les canons étaient pointés vers l'avant et vers le bas. L'angle de dépression des canons était destiné à l'attaque de cibles terrestres. Et si on faisait demi-tour avec l'avion? Kounitsin s'accroupit, examinant les armes, l'esprit en ébullition. La manœuvre standard pour attaquer un chasseur consiste en un virage en douceur. Mais l'Allemand repère ce virage. Il a le temps de réagir. Il s'échappe avant même que l'avion d'attaque n'ait à virer. Et si le revirement était brutal, inattendu? Et si un Stormtrooper tombait, souffrait, se brûlait, tournait sur lui-même, puis relevait soudainement le nez, se stabilisait et faisait demi-tour? L'Allemand ne s'y attend pas. L'Allemand aperçoit la machine mourante. L'Allemand s'approche. Et à ce moment-là, le Stormtrooper, mort, reprend vie, se retourne et tire avec ses canons à bout portant. Kounitsin se figea. C'était de la folie. Cela allait à l'encontre de toutes les instructions. Feindre la perte de contrôle, tomber au sol, laisser l'ennemi s'approcher à portée de tir. Si quelque chose tourne mal, c'est la mort. Instantané. Aucune chance. Mais si tout se passe bien... Kounitsin passa la main sur le fuselage. Il sentit la machine. Il la connaissait. Il savait de quoi elle était capable. L'Il-2 était lourd et peu agile. Il grimpait mal et tournait avec difficulté. Mais c'était du solide. On pouvait le lancer en piqué et il résistait. On pouvait le sortir d'une pente abrupte à des angles critiques et il obéissait. Et il était armé. 2 canons VIA, 2 mitrailleuses SCAS, des roquettes, des bombes. Un combat entre un avion de chasse et un avion d'attaque est inégal. Mais seulement si le chasseur attaque de loin, à une distance de sécurité. À 50 mètres, tout change. À 50 mètres d'altitude, un avion de chasse est fragile. Son moteur n'est pas blindé. Ses ailes sont recouvertes d'aluminium. Son cockpit est vitré. Un seul obus du canon Veigléa et le chasseur n'est plus qu'un amas de métal en fusion. Il suffit de l'amener à s'approcher. Vous devez faire semblant d'être mort. Kounitsin resta près de son avion jusqu'à l'aube. Il calcula la manœuvre, altitude, vitesse, angle. Il imagina ce que le pilote allemand verrait. Il réfléchit à la manière de synchroniser ses actions avec celles de Saveliev. Au lever du soleil, il partit à la recherche de son tireur. On a retrouvé Saveliev à la cuisine de campagne. Il mangeait du porridge, lentement et avec concentration, comme il le faisait pour tout. « Misha, » dit Kounitsin, « il faut qu'on parle. » Saveliev leva les yeux. Il regarda le visage du commandant. Il posa sa gamelle.
Je vous écoute. Kounitsin s'assit à côté de lui. Il sortit une cigarette et l'alluma. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il. Un moyen de combattre les combattants. » Saveliev resta silencieux. Il attendit. Kounitsin me l'a raconté, dans les moindres détails. Il m'a expliqué comment simuler une chute, comment laisser les Allemands s'approcher et comment mener l'attaque surprise. Lorsqu'il eut terminé, Saveliev resta longtemps silencieux. Puis il a dit « C'est du suicide. Je sais. Si nous n'arrivons pas à temps, ils nous tireront dessus en plein vol. Je sais. » Saveliev se frotta le menton. Il était imperturbable, comme toujours. Son calme effrayait parfois même Kounitsin. « Êtes-vous sûr que la voiture tiendra le coup ? » ?»« Bien sûr. »« Et vous êtes sûr que l'Allemand va mordre à l'hameçon ?» Kounitsin écrasa sa cigarette. « Les Allemands sont habitués à nous voir fuir. Les Allemands sont habitués à ce que nous soyons des proies. Il ne s'attend pas à une attaque d'un soldat d'assaut mourant. Il viendra. » Saveliev resta silencieux, puis il se leva. Il prit la casserole, il finit son porridge. « Quand allons-nous essayer ? » ?»« Dès que possible. » »« Bien. » Il s'est dirigé vers l'avion, jetant par-dessus son épaule en passant « Prévenez-moi juste quand vous commencez à tomber, sinon je vais tirer sur la mauvaise personne. » Kounitsin le regarda partir. Pour la première fois depuis des semaines, il sourit. Une semaine s'est écoulée. Kounitsin et Saveliev s'entraînaient à chaque occasion, non pas en vol, mais au sol, par la conversation, par les gestes. Ils pratiquaient l'interaction. Kounitsin expliquait quel mouvement de l'avion signifiait « début de la manœuvre »,« préparez-vous » et « feu ». Ils mirent au point un système de signalisation. Un virage serré à droite signifie « je vois l'ennemi ». 2 virages serrés signifient « je commence à descendre ». Une montée abrupte signifie « préparez-vous à tirer ». Un virage signifie « tirer ». Ils ont discuté des différentes options. Et s'il y avait plusieurs Allemands ? Et si le premier n'arrivait pas à s'approcher ? Et si le véhicule était réellement endommagé et hors d'usage ? Ils cherchaient une réponse à chaque question. Et ils attendirent. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Le 23 juillet, le 8e régiment d'aviation d'assaut de la garde a reçu la mission d'attaquer une colonne allemande dans la zone du village de Stanovoï Kolodez, au nord-ouest d'Orel. Le saillant de Koursk battait son plein. L'offensive allemande s'enlisa. Les forces soviétiques lancèrent une contre-offensive. L'opération Koutouzov était une frappe contre le flanc nord du saillant. Le 2e corps blindé de la garde fonçait sur Orel. Les troupes d'assaut ouvraient le passage. Un groupe de 6 Il-2 décolla à 11h30. Le commandant du groupe était le capitaine Drozdov, celui-là même dont le mitrailleur avait été tué en juin. Kounitsin était son second. La mission était de routine, repérer le convoi, attaquer, détruire les véhicules, retourner. Le convoi a été repéré dans la zone indiquée. Une trentaine de camions, plusieurs véhicules blindés de transport de troupes et 2 canons automoteurs. Les Allemands progressaient sur un chemin de terre entre 2 bosquets, une cible idéale. Les avions d'attaque ont attaqué en mouvement. Première attaque, roquette. Deuxième, bombe. Troisième, canon. Le convoi était en flammes. Des camions explosaient. Des soldats allemands couraient le long de la route, cherchant refuge dans la forêt. La DCA ripostait, mais de façon imprécise. Les avions arrivaient de directions opposées. À la 3e tentative, Kounitsin fut capturé. Il ne comprit pas immédiatement ce qui s'était passé. Il entendit un bruit sourd, un bruit lourd et retentissant. L'avion trembla. Le moteur toussa, crachant un nuage de fumée noire. « On l'a touché !» cria Saveliev depuis la cabine arrière. Kounitsin jeta un coup d'œil aux instruments. La température de l'huile était élevée, la pression était basse, le régime moteur diminuait. Un obus anti-aérien. Des éclats ont endommagé le système de refroidissement. Le moteur a surchauffé. Kounitsin a retiré l'avion de l'attaque. Il a fait son rapport par radio. « Je suis un 2 endommagé qui quitte le combat. »
Des craquements dans les écouteurs, la voix de Drozdov. « Bien reçu, D. Rentre chez toi, on ne peut pas te couvrir, on est sur la cible. » C'était la procédure habituelle. La mission primait sur le véhicule lui-même. Kounitsin connaissait les règles. Il se tourna vers l'est et marcha vers la ligne de front. L'aérodrome était à une 60aine de kilomètres, 20 minutes de vol à vitesse normale. Mais la vitesse diminuait, le moteur peinait. Kounitsin maintenait l'avion à 300 mètres, craignant de monter davantage. Si le moteur calait, il lui faudrait une altitude plus sûre pour atterrir. Il regarda autour de lui. Le ciel était dégagé, trop propre. 3 minutes s'écoulèrent. Le moteur crachait de la fumée de plus en plus fort. La vitesse chuta à 350 km/h. « Commandant, dit la voix de Saveliev. Derrière, 8 points. » Kounitsin se retourna et regarda par-dessus son épaule. Il venait de l'ouest, de la direction du soleil. 8 silhouettes, fines, menaçantes, des Messerschmitt. Kounitsin sentit un frisson lui parcourir l'échine. 8 chasseurs contre un avion d'attaque endommagé. Ceci n'est pas un combat. Ceci est une exécution. La distance se réduisait. Les Allemands avançaient par paires, en échelonnement d'altitude. La paire du haut contrôlait la zone, celle du bas attaquait. Kounitsin regarda le sol. Des champs, des taillis, une rivière. Aucun abri. Il jeta un coup d'œil aux instruments. Le moteur perdait de la vitesse. Il était à bout de souffle. Il regarda devant lui. La ligne de front était encore à une 40aine de kilomètres, 7 ou 8 minutes de vol. Les Allemands seront là dans 2 minutes. La tactique standard consiste à voler bas, rester au ras du sol, manœuvrer. Cela ne fonctionnera pas. Kounitsin le savait. Il regarda Saveliev dans le miroir. Le mitrailleur était assis à sa mitrailleuse, calme, prêt. Leurs regards se croisèrent. Kounitsin acquiesça. Saveliev acquiesça d'un signe de tête. Et Kounitsin commença à tomber. Il a tout fait comme prévu. Il commença par simuler une perte de puissance. Ce n'était pas difficile puisqu'il en perdait réellement. Kounitsin relâcha brusquement l'accélérateur et le moteur hurla à bas régime. Une fumée plus épaisse s'échappa des pots d'échappement, signe d'une combustion incomplète. L'avion a plongé, perdant de la vitesse. Le nez a commencé à piquer du nez. Kounitsin ne l'a pas nivelé. La deuxième étape consistait en une simulation de perte de contrôle. Il relâcha légèrement les pédales et l'avion d'attaque tangua légèrement à gauche, une réaction naturelle à la chute de régime moteur. Puis Kounitsin inclina brusquement la tête à droite, comme s'il avait été touché. Il se redressa. Puis inclina de nouveau la tête à gauche. L'avion tanguait comme un animal blessé. La troisième étape était la descente. Il tira sur le manche et l'île 2 commença à descendre. Pas en piqué, une descente trop abrupte aurait été étrange. Une descente douce, à environ 15 degrés. C'est ainsi qu'un avion tombe, son pilote encore en vie, mais incapable de contrôler l'appareil. L'altimètre indiquait 250 mètres. 220, 200. Kounitsin se regarda dans le miroir. Les Allemands approchaient. Le duo de tête accusait déjà 1 kilomètre de retard. Il se situait légèrement plus haut, à environ 400 mètres. Une position d'attaque classique. Kounitsin vit le Messerschmitt de tête abaisser légèrement son nez. Il commençait à se rapprocher. Il continua de tomber. 170 mètres. 150. L'Allemand approchait. 700 mètres. 500. Kounitsin sentait son cœur battre la chamade. Ses mains sur le volant étaient trempées de sueur. Ne tirez pas. Attendez. 300 mètres jusqu'à l'Allemand. Le Messerschmitt de l'ailier restait légèrement en retrait et au-dessus du leader. Il assurait la couverture. Classique. 250. Kounitsin entendit Saveliev bouger dans la cabine arrière. Il se prépara au combat. Ne tirez pas. Attendez. Laissez-les s'approcher. 200 mètres. C'était terriblement proche.
À une telle distance, le pilote allemand pouvait distinguer l'avion d'attaque soviétique dans les moindres détails. Il voyait la fumée du moteur, le battement de la queue et sa descente. Il aperçut la proie. 150 mètres. Kounitsyne a repéré le moment opportun. L'Allemand de tête a commencé à se stabiliser. Il s'apprêtait à tirer. 120. 100 mètres. Il est temps. « Misha !» cria Kounitsyne dans l'interphone. Et il a tiré le volant vers lui. L'île 2 rugit, le nez se souleva. La force G plaqua Kounitsyne contre son siège. Le moteur hurla, crachant ses dernières forces. L'Allemand ne s'y attendait pas. Il vit l'avion d'attaque en chute libre reprendre vie soudainement. Il le vit remonter brusquement en virant. Il vit une silhouette noire s'avancer vers lui. Le pilote allemand a réagi en donnant un coup sec sur le manche, tentant de virer à gauche. En retard. Savelyev a ouvert le feu. La mitrailleuse UBT de 12,7 mm tirait par courtes rafales. À cette distance, 80 mètres, elle était infaillible. Des balles traçantes s'écrasèrent sur l'aile droite du Messerschmitt. Des lueurs jaillirent des canons, des explosions. Des balles incendiaires perforantes déchirèrent le blindage, lacérèrent les longerons. L'avion de chasse a tangué et est retombé sur son aile. Kounitsyne termina son virage. Il fonçait maintenant droit sur l'Allemand. 80 mètres, c'est rien en combat aérien. C'est la portée du combat rapproché. Une portée où l'on n'a pas besoin de viseur. Il suffit de pointer le nez de l'appareil et de tirer. Kounitsyne a appuyé sur la détente. Les canons de 23 mm du VY tenaient. Chaque obus pesait 200 grammes et pouvait perforer 25 mm de blindage. Le chasseur n'était pas blindé. Le premier obus a touché le capot moteur. Le moteur du DB601 a explosé. Le deuxième obus a traversé le cockpit. Le troisième a arraché la queue. Le Messerschmitt s'est désintégré en plein vol. Des lambeaux de peau, du verre, des flammes. Le pilote n'a pas pu s'éjecter. Il est mort sur le coup. Kounitsyne tourna à gauche, s'éloignant des débris. Son ailier allemand passa au-dessus de lui, à une vingtaine de mètres seulement. Kounitsyne aperçut son visage par la fenêtre du cockpit. Choc. Incrédulité. Le second Messerschmitt passa et commença à prendre de l'altitude, se dirigeant vers une autre attaque. Kounitsyne ne le poursuivit pas. C'était inutile, le combattant était plus rapide. Au lieu de cela, il recommença à tomber. Le moteur fumait, l'avion perdait de la vitesse. Kounitsyne lâcha le manche et l'île 2 se remit à tanguer, à dériver. Il amorça une nouvelle descente. Vu de l'extérieur, cela ressemblait à ceci. Un avion d'attaque endommagé qui, rassemblant ses dernières forces, était en train de s'éteindre à nouveau. Le deuxième Allemand l'a vu. Il acheva sa manœuvre et porta le coup de grâce. Il savait que son chef venait de mourir. Il savait que l'avion d'attaque était dangereux, mais il vit aussi de la fumée s'échapper du moteur. Il vit la descente. Il vit les oscillations. Le Stormtrooper était mourant. Il fallait l'achever. Il est arrivé par derrière et par en dessous. Une position classique. Kounitsyne attendit. La hauteur est de 120 mètres. 100. L'Allemand s'approchait. 300 mètres. 250. 200. Savelyev fit pivoter la tourelle. Sa mitrailleuse était pointée vers l'arrière et vers le bas. 150 mètres. Kounitsyne aperçut l'Allemand dans le rétroviseur. Il volait avec plus de prudence que le premier. Il se tenait un peu plus à distance, mais il se rapprochait tout de même. 120 mètres. 100. L'Allemand a ouvert le feu. Les traceurs ont survolé la cabine de Kounitsyne. Très près, à environ 2 mètres. Les vitres n'ont pas été endommagées. 80 mètres. Kounitsyne a crié « Frappez !» et il a tiré sur le volant. Mais cette fois, il ne fit pas la fine bouche. Il fit brusquement pivoter la voiture vers la gauche. Un tonneau. L'horizon tournoyait. Terre, ciel, terre. Savelyev, agrippé à la tourelle, prenait la cible en chasse. Le Messerschmitt s'est retrouvé dans le viseur pendant une fraction de seconde, mais cela a suffi.
Une rafale de mitrailleuses a criblé le fuselage de l'avion allemand, du capot moteur à la queue. 20 impacts en 2 secondes. L'avion de chasse commença à fumer et piqua sur la gauche. Le pilote tenta de se redresser, mais il était trop tard. L'appareil s'écrasa au sol à un demi-kilomètre de Kounitsin. 2. Kounitsin a sorti l'avion d'attaque du canon. Le moteur a toussé, mais a continué à tourner. L'altitude était de 60 mètres, trop basse. Il leva les yeux. 6 Messerschmitt tournaient en rond au-dessus de lui. Ils virent ce qui s'était passé. Ils virent 2 de leurs camarades mourir. Ils se sont séparés. 2 paires sont descendues à l'attaque. Une paire est restée en tête pour contrôler le terrain. Kounitsin comprit. Ils ne s'approcheraient plus. Ils avaient appris. Ils tireraient de loin. Et il a pris une décision. Il a recommencé à tomber. Mais cette fois, c'est pour de vrai. Il lâcha le manche et l'île 2 piqua du nez. 60 mètres d'altitude se transformèrent en 40, 30, 20. À 15 mètres, le terrain s'est stabilisé. 15 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de 4 étages. C'est extrêmement bas. Il est difficile pour un avion de chasse d'attaquer à cette altitude. La moindre manœuvre et il s'écrasera au sol. Les Allemands ont compris. Les 2 premiers appareils ont plongé sur l'avion d'attaque, ouvrant le feu à 300 mètres de distance. Les balles traçantes ont zébré le sol à gauche et à droite de Kounitsin. Un obus a touché l'aile, un éclair et un craquement. Mais l'avion a tenu bon. Kounitsin ne partit pas. Il continua à voler à basse altitude, juste au-dessus du sol. Les Allemands passèrent par-dessus et commencèrent à faire demi-tour. La deuxième paire attaqua de l'autre côté. Kounitsin attendit. 300 mètres. 250. Il volait au-dessus de lui à une trentaine ou une quarantaine de mètres. Il devait descendre pour tirer avec précision. 200 mètres. Un des Allemands est tombé, directement vers Kounitsin. 150. 100. Kounitsin tourna brusquement à droite. L'Allemand n'eut pas le temps de réagir. Il passa en avion et se retrouva à la même altitude que l'appareil d'attaque. À la même altitude. Volant à basse altitude, devant et à droite. Kounitsin se retourna pour le suivre. C'était impossible. Un avion d'attaque au sol ne peut pas virer plus vite qu'un chasseur. Mais à une altitude de 15 mètres, à une vitesse de 300 km/h, il le pouvait. Car un chasseur a besoin d'altitude pour manœuvrer, et il n'y avait pas d'altitude. Kounitsin se retrouva à l'arrière du Messerschmitt. La distance est de 100 mètres. Il a appuyé sur la détente. Les canons tonnaient. Les obus transperçaient le chasseur de la queue au cockpit. L'Allemand explosa en plein vol. 3. Kounitsin ne célébra pas. Il leva les yeux. Les 5 Messerschmitt restants se regroupèrent. Ils comprirent. Cet avion d'attaque n'était pas une proie. Cet avion d'attaque était un prédateur. Ils ont commencé à attaquer différemment. Pas par 2, un à la fois. Pas par derrière, de différents côtés. Pas de près, à distance de sécurité. Les 4 minutes suivantes furent un enfer. Kounitsin tournoyait au-dessus du sol comme une toupie. Il esquivait les attaques, crachait du feu, retombait, puis reprenait vie. Son moteur fumait de plus en plus. Sa vitesse diminuait. Ses munitions s'épuisaient. Saveliev tirait presque sans interruption. Sa mitrailleuse était incandescente. Le 4e Allemand tomba en tentant une attaque de flanc. Kounitsin se retourna brusquement pour lui faire face. L'Allemand vira à gauche. Saveliev l'atteignit d'une rafale dans le cockpit. 4. Le 5e avion mourut lorsque Kounitsin répéta sa première manœuvre, une chute simulée. L'Allemand ne crut pas à une nouvelle simulation de l'appareil. Il s'approcha à une centaine de mètres. Kounitsin cabra brusquement et tira ses derniers obus de canon. 5. Les 6e et 7e attaquèrent simultanément, de 2 directions différentes. Kounitsin en esquiva un, mais le second atteignit son appareil. L'obus frappa la queue, détruisant la moitié du gouvernail. L'île 2 s'est mis à tourner sur lui-même. Kounitsin luttait avec le volant. La machine refusait d'obéir. Mais Saveliev savait encore tirer. Le 6e Messerschmitt a survolé l'avion d'attaque et a commencé à prendre de l'altitude.
Son ventre était exposé. Saveliev a tiré une rafale. Des balles incendiaires perforantes ont perforé le réservoir de carburant. L'avion de chasse s'est embrasé et s'est écrasé. 6. Le 7e Allemand se retourna. Il vit, 6 de ses camarades étaient morts. L'avion d'attaque était en feu, mais volait encore. Il tirait encore. Il commença à partir. Mais le 8e pilote, chef du duo de tête qui avait contrôlé l'espace aérien depuis le début, s'est écrasé. Plus expérimenté que les autres, il avait compris les tactiques du pilote soviétique. Il ne s'est pas approché. Il a ouvert le feu à 400 mètres. Des balles traçantes ont transpercé l'aile du Kounitsin, le fuselage, le moteur. L'île 2 a commencé à fumer pour de vrai. Ce n'était pas une simulation, les dégâts étaient bien réels. Kounitsin perdait de l'altitude. 10 mètres. 8. Il cherchait un endroit où atterrir. Il aperçut un champ, plat, sans arbres. « Attendez !» cria-t-il à Saveliev, et il a réussi à poser l'avion en flammes. L'impact fut dévastateur. Kounitsin n'eut pas le temps de rentrer le train d'atterrissage. Les roues heurtèrent le sol et l'avion s'affaissa. Le fuselage creusa un sillon d'une centaine de mètres de long avant de s'immobiliser. Kounitsin a détaché sa ceinture de sécurité, est sorti de la cabine et a ouvert la verrière. Il était vivant. Il se retourna. Saveliev sortait du cockpit arrière. Du sang coulait de son front. Il s'était cogné à l'atterrissage, mais il était vivant. Les 2 Messerschmitt restants tournaient en rond au-dessus d'eux, 7e et 8e. Ils ont constaté que l'équipage de l'avion d'attaque était vivant. Ils auraient pu descendre et les abattre au sol. Kounitsin attendit. Le 7e est tombé, pour l'assaut, pour le coup de grâce. Kounitsin regarda son avion. Le moteur était en feu, les ailes étaient criblées de trous, la queue était brisée. Mais la mitrailleuse de Saveliev était toujours sur la tourelle. Kounitsin se précipita vers l'avion. Il grimpa sur l'aile. Il s'empara de la mitrailleuse. L'Allemand s'avançait vers lui. 300 mètres. 200. Kounitsin prit la visée. 150. L'Allemand ouvrit le feu. Les balles criblèrent le sol près de Kounitsin. 100. Kounitsin a appuyé sur la détente. Il a tiré debout depuis l'aile d'un avion en flammes en direction d'un chasseur en piqué. La file d'attente a défilé. La 2e étape est identique. Le 3e a touché. Les balles ont touché le moteur du Messerschmitt. Le moteur s'est bloqué, l'hélice s'est immobilisée. L'avion de chasse a piqué du nez et s'est écrasé au sol à 200 mètres de Kounitsin. 7. Le 8e Allemand a tout vu. Il survola la zone à 500 mètres de distance. Il vit son camarade mourir en attaquant un équipage qu'il croyait déjà mort. Il aurait pu descendre et poursuivre le combat. Il aurait pu tenter d'éliminer les pilotes soviétiques. Mais il fit demi-tour et partit vers l'ouest. Kounitsin le regarda partir, puis il baissa la mitrailleuse. Il atterrit sur l'aile, il sortit une cigarette. Ses mains tremblaient tellement qu'il était incapable d'allumer une cigarette. Saveliev s'approcha. Silencieusement, il prit les allumettes, les frotta et les porta à la flamme. Kounitsin prit une bouffée. « 7, dit-il. « 7, acquiesça Saveliev. Ils étaient assis sur l'aile d'un avion d'attaque en flammes, au milieu d'un champ ukrainien. Il y a 7 colonnes de fumée derrière moi. Le chemin du retour sera long. Il a fallu près d'une journée à Kounitsin et Saveliev pour arriver chez eux. Ils tentèrent d'abord de se diriger vers l'est, en s'orientant grâce au soleil. Mais après 2 kilomètres, ils tombèrent sur une patrouille allemande, 3 motards. Ils durent se cacher dans un ravin et attendre que la situation se calme. Puis ils marchèrent de nuit, à la lueur des étoiles. Saveliev boitait, il s'était blessé au genou à l'atterrissage. Kounitsin le porta sur les derniers kilomètres. Ils franchirent la ligne de front au petit matin du 24 juillet, près du village de Krasnaya Zaria. L'infanterie soviétique faillit les abattre, les prenant pour des saboteurs. Ils furent sauvés par la connaissance qu'avait Kounitsin du mot de passe, qui était changé chaque jour. Ils mémorisaient les mots de passe automatiquement, par habitude. Ils furent livrés au quartier général du régiment à midi.
Le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Vassili Ilitch Smirnov, les accueillit personnellement. C'était inhabituel. D'ordinaire, les équipages revenant d'un incident ayant entraîné la perte d'un véhicule étaient d'abord contrôlés par un service spécial afin de s'assurer qu'ils ne s'étaient pas rendus ou n'avaient pas été enrôlés de force. La guerre apprenait à être méfiant. Mais Smirnov attendait à l'entrée de l'abri du quartier général. À ses côtés se tenaient le chef d'état-major, l'officier politique et plusieurs officiers. Kounitsyne a triomphé. Le camarade lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Kounitsyne et le sergent Saveliev sont revenus d'une mission de combat. L'appareil a été perdu au combat aérien. L'équipage est sain et sauf. Smirnov le regarda d'un air étrange. Non pas comme s'il était un subordonné, mais comme s'il était quelque chose d'incompréhensible. « Combien ?» demanda-t-il. Kounitsyne ne comprit pas immédiatement la question. « Combien, camarade lieutenant-colonel ? Combien en avez-vous abattu ?» Kounitsyne marqua une pause. Il regarda Saveliev. Il haussa les épaules. « 7, dit Kounitsyne. 7 confirmés. 1 de plus parti. » Smirnov hocha la tête. Lentement, comme s'il assimilait l'information. « 7, répéta-t-il. 7 Messerschmitt, sur un avion d'attaque endommagé. Dans une seule bataille. Oui, monsieur. Smirnov se tourna vers les officiers. Vous avez entendu ? 7. L'officier politique, le commandant Kravchenko, s'avança. Camarade Kounitsyne, vous vous rendez compte que cela paraît incroyable ? Kounitsyne avait compris. 7 victoires aériennes à bord d'un Sturmovik. C'était tout simplement incroyable. Les meilleurs as de l'aviation soviétique totalisaient entre 20 et 30 victoires durant toute la guerre. Les Sturmovik n'abattaient pas les chasseurs, ils les semaient. « Je comprends, camarade major, dit-il, mais c'est vrai. »« Comment ?» demanda Smirnov. « Comment avez-vous fait ?» Et Kounitsyne a raconté. Il a parlé pendant une demi-heure, en détail, très en détail. De la simulation d'un crash, de laisser les Allemands s'approcher, d'une attaque surprise, du travail en tandem avec le mitrailleur. Les policiers écoutèrent en silence. Personne n'interrompit. Lorsque Kounitsyne eut terminé, Smirnov resta longtemps silencieux. Puis il dit « Ceci est contraire à toutes les instructions. » « Oui, monsieur, camarade lieutenant-colonel. » Simulation d'une perte de contrôle, exposition de l'aéronef au feu, descente à une altitude critique. « Oui, monsieur. Si vous m'aviez fait part de ce projet à l'avance, je l'aurais interdit. » Kounitsyne resta silencieux. Smirnov se leva. Il s'approcha de la carte accrochée au mur et la contempla longuement. « Nous avons reçu un message radio intercepté, » dit-il sans se retourner. « Les Allemands. Ils ont signalé la perte de 7 appareils lors d'un combat aérien contre un seul avion d'attaque soviétique. Leur commandement a exigé une confirmation. Il pensait qu'il s'agissait d'une erreur de transmission. » Il se retourna. « Ce n'est pas une erreur. Vous avez bel et bien abattu 7 avions de chasse. »« Oui, monsieur. » Smirnov s'approcha de Kounitsyne et posa la main sur son épaule. « Lieutenant-colonel, ce que vous avez fait est soit génial, soit insensé. Peut-être les deux. » Il fit une pause. « Vous avez besoin de repos, d'un examen médical, puis d'un rapport détaillé, avec tous les détails, chaque manœuvre, chaque seconde du combat. »« Oui, monsieur. » Et une dernière chose. Smirnov le regarda dans les yeux. « Je transmettrai ces informations à l'état-major de l'armée. Ils décideront de la marche à suivre. Mais je tiens à ce que vous sachiez. Si cela a fonctionné une fois, cela peut fonctionner à nouveau. Et si cela peut sauver la vie de nos pilotes... » Il n'a pas terminé sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Kounitsyne comprit. Le rapport de Kounitsyne a été envoyé au quartier général de la 2e armée aérienne le 25 juillet. La réaction fut mitigée.
Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division de l'aviation Stepan Akimovitch Krasovski, a lu le rapport à 2 reprises. Puis il a convoqué le commandant de l'aviation de chasse de l'armée de terre. « L'avez-vous lu » demanda-t-il. « Lire ? Qu'en penses-tu » Le commandant de l'aviation de chasse, le colonel Dimitri Pavlovitch Galounov, était un pilote expérimenté. Il avait débuté en Espagne, aux commandes d'I-16 contre des Messerschmitt allemands. Il connaissait le combat aérien. « C'est impossible », a-t-il déclaré. « Un avion d'attaque ne peut pas affronter un chasseur. Physiquement, c'est impossible. Vitesse, maniabilité, armement, tout joue contre lui. Mais il a percuté 7 voitures. Si vous croyez ce rapport. » Krasovski tapota la table du bout des doigts. « Nous avons intercepté une communication radio. Les Allemands confirment des pertes. 7 Messerschmitt d'un même groupe, lors d'un seul combat, dans le secteur indiqué. » Galunov fronça les sourcils. « Alors comment ? Lisez plus attentivement. Il ne les a pas combattus comme un guerrier. Il les a piégés. Il a feint la mort. Il les a laissés s'approcher. Il les a frappés à bout portant. » Galunov reprit le rapport. Il relut la section sur les tactiques. « Simuler une chute, » murmura-t-il. « Provoquer l'approche. Tirer à bout portant. » Il leva les yeux. « C'est une tactique de chasse, une embuscade. » « Exactement. Mais c'est du suicide. Si l'Allemand ne mord pas, s'il tire de loin, alors le pilote va mourir, » concéda Krasovski. Mais il serait mort de toute façon. Un avion d'attaque endommagé face à 8 chasseurs, c'est la mort assurée. Et maintenant, il a une chance. Galunov resta silencieux, pensif. « Cela ne fonctionne que dans certaines conditions, » a-t-il finalement déclaré. « Un avion d'attaque isolé, endommagé ou séparé du groupe, face à des forces supérieures. Oui, c'est une tactique de la dernière chance. Et cela exige un sang-froid exceptionnel et du talent. Ce Kounitsin est-il expérimenté ? 112 sorties, 2 ordres. » Galunov siffla. 112. Il est de la vieille garde. Oui. Et il a trouvé un moyen de survivre dans une situation que nous considérions comme désespérée. Krasovski se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Dimitri Pavlovitch, je veux que tu parles personnellement à ce Kounitsin. Renseigne-toi sur tous les détails. Vois si cela peut être transformé en méthodologie, en instruction. » « Des instructions ?» Galunov fut surpris. « Vous voulez enseigner cela à d'autres pilotes ? Je veux leur donner une chance. Nous perdons des équipages chaque jour. Si cette tactique peut en sauver ne serait-ce que quelques-uns, mais cela va à l'encontre de tout ce que nous enseignons. Ne vous exposez pas au feu, ne perdez pas de vitesse, ne descendez pas en dessous d'une altitude de sécurité. » Krasovski se retourna. « Dimitri Pavlovitch, savez-vous quelles sont nos pertes en aviation d'attaque ? » « Je sais. » « Alors vous savez que les instructions standards ne fonctionnent pas. Elles ont été écrites pour une autre guerre, pour un autre ennemi. Les Allemands se sont adaptés. Ils ont appris à abattre nos avions d'attaque. Et nous, on apprend encore aux pilotes à fuir. » Il se rassit à table. Kounitsin n'a pas fui. Il a attaqué. Et il a survécu. 7 Allemands sont morts. C'est le résultat. C'est un fait. Et je veux trouver comment reproduire cela. Le colonel Galunov est arrivé au 8e régiment d'aviation d'assaut de la garde le 27 juillet. Il passa 4 heures avec Kounitsin. Assis dans un abri, ils examinèrent une carte et analysèrent la bataille seconde par seconde. Kounitsin dessina des schémas, expliqua les manœuvres et les démontra du bout des doigts. Galunov posa des questions, beaucoup de questions. Pourquoi cette altitude précise ? Pourquoi cet angle d'inclinaison précis ? Comment déterminer le moment opportun pour attaquer ? Comment se coordonner avec le tireur ? Kounitsin répondit patiemment. Il comprenait l'importance de ce qui se passait. À la fin de la conversation, Galunov a demandé « Êtes-vous prêt à recommencer ?» Kounitsin n'a pas hésité. « Oui, monsieur, camarade colonel. » « Et enseigner aux autres ?»
s'il commande. Galunov acquiesça. J'ai donné l'ordre. À compter de demain, vous êtes relevé de vos missions de combat. Vous serez instructeur. Votre tâche consistera à enseigner vos tactiques aux autres équipages. Kounitsin resta silencieux. Puis-je vous poser une question, camarade colonel ? Oui. Est-ce officiel ? Le commandement approuve-t-il cette tactique ? Galunov sourit. Officiellement, non. Cette tactique contrevient à toutes les directives. Formellement, elle n'existe pas. Il fit une pause. Officieusement, oui. Le commandant de l'armée a donné son accord. Vous formerez les pilotes de votre régiment. Si les résultats sont positifs, nous étendrons la formation à d'autres unités. Et s'il y a des pertes ? Il y aura des pertes de toute façon. La question est de savoir combien. Si vos tactiques permettent de réduire les pertes ne serait-ce que de 10%, cela représente des dizaines de vies sauvées. Kounitsin acquiesça. Compris. Quand est-ce qu'on commence ? Demain. Choisissez 3 ou 4 pilotes de votre escadrille, les plus expérimentés. Commencez par la théorie, puis la pratique au sol, enfin en vol. Avec de vrais Allemands ? Galunov secoua la tête. Non, d'abord il y aura des exercices de combat. Nos combattants simuleront une attaque. Vous vous entraînerez aux manœuvres dans des conditions sûres. Et puis ? Et on verra bien. La formation a débuté le 28 juillet. Kounitsin sélectionna 4 pilotes. Tous étaient expérimentés avec au moins 30 missions de combat à leur actif. Tous avaient perdu des camarades au combat contre des chasseurs. Tous étaient prêts à tenter une nouvelle expérience. Lieutenant-chef Nikolai Sergeyevitch Komarov, originaire de Leningrad, 32 ans, 47 missions à son actif. Avant la guerre, il travaillait comme ingénieur à l'usine Kirov. Calme, raisonnable, doté d'un esprit analytique. Lieutenant Piotr Ivanovitch Joukov, originaire de Gorky. 25 ans, 38 sorties, ancien pilote de course. Nerveux, vif, doté d'excellents réflexes. Lieutenant Alexei Mikhailovitch Gromov, originaire de Kouibychev. 24 ans, 33 missions. Fils d'un pilote militaire tué en 1941. Courageux jusqu'à l'inconscience, mais à l'écoute. Le lieutenant Viktor Stepanovitch Orlov, originaire de Saratov. 22 ans, 31 sorties à son actif. Le plus jeune et le plus talentueux. Il avait un don inné pour l'avion, il pilotait comme s'il respirait. La première leçon s'est déroulée dans l'abri du quartier général. Kounitsin avait accroché des schémas au mur, des plans de manœuvre, des cartes de trajectoire. « Oubliez tout ce qu'on vous a appris », commença-t-il. « La tactique standard pour attaquer un chasseur est de voler à basse altitude. Manœuvrer. Riposter avec votre mitrailleur. » Il fit une pause. « Cette tactique tue. » Les pilotes échangèrent des regards. Ils le savaient, ils avaient vu leurs camarades mourir. « Pourquoi ça ne marche pas ?» poursuivit Kounitsin. « Parce que le chasseur est plus rapide, plus maniable, a une meilleure visibilité et attaque à distance, 200 ou 300 mètres. À cette distance, le mitrailleur ne peut pas le toucher, mais il nous atteint. » Il a désigné le schéma. « Que vous proposez-vous ? Changez les règles du jeu. N'essayez pas de fuir, attaquez. N'évitez pas l'approche, provoquez-la. Ne montrez pas votre force, montrez votre faiblesse. » Il jeta un coup d'œil aux pilotes autour de lui. « Ça paraît dingue ? Oui, mais ça marche. » J'ai abattu 7 Messerschmitt en un seul combat. 7. À bord d'un avion d'attaque endommagé, moteur HS. « Comment ? » demanda Orlov. « J'ai fait semblant d'être mort. » Kounitsin s'approcha du diagramme. « Regardez, un pilote allemand aperçoit un avion de chasse. L'avion fume, l'avion chute, il perd le contrôle. Que pense le pilote allemand ? Que nous avons été abattus, a déclaré Komarov. Exactement. Et que fait-il ? Il se rapproche, devina Joukov, pour l'achever. Ou pour s'en assurer, ou pour immortaliser la victoire. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il se rapproche. 100 mètres, 50, 30. Kounitsin pointa le diagramme du doigt.
Et à cette distance, on l'a. Le mitrailleur est derrière. Les canons sont en virage. Il croit attaquer une machine inerte. Mais la machine inerte se réactive et le touche à bout portant. Gromov leva la main. Question. Et si l'Allemand ne vient pas? Et s'il tire à distance? Alors nous allons mourir, répondit Kounitsin honnêtement. Mais nous serions morts de toute façon. Un avion d'attaque endommagé face à un groupe de chasseurs, c'est la mort assurée. Cette tactique offre une chance. Une petite chance, certes, mais une chance. Et s'il y a plusieurs Allemands? On agit à tour de rôle. Le premier, quand il s'approche. Le deuxième, quand il essaie de t'achever. Le troisième, Kounitsin gloussa. Le troisième se rend généralement compte que quelque chose cloche. Il bat alors en retraite ou attaque avec plus de prudence. Joukov laissa échapper un petit rire. Et s'il ne cède pas? Alors on répète la manœuvre. On retombe. On fait semblant à nouveau. On attaque encore. Combien de fois peut-on répéter cela? Kounitsin haussa les épaules. Je l'ai répété 4 fois. Jusqu'à ce que les Allemands comprennent. À ce moment-là, il n'en restait plus que 2. Orlov siffla. 4 fois? Et ils ont picoré à chaque fois? Ce n'est pas toujours pareil. La première fois, oui, complètement. La deuxième, avec plus de prudence. La troisième et la quatrième, j'ai dû improviser. Mais le principe de base a fonctionné. Ils ont l'habitude de nous considérer comme des proies. Il leur est difficile de changer leurs habitudes. Komarov se frotta le menton, pensif. C'est de la psychologie. Vous utilisez leurs stéréotypes contre eux. Exactement. Le pilote allemand le sait. L'avion d'attaque est une proie. L'avion d'attaque fuit. L'avion d'attaque n'attaque pas. C'est ce que lui inculque l'entraînement, l'expérience, l'instinct. Et lorsque l'avion d'attaque se comporte différemment, il est désorienté. Il n'est pas préparé. Il commet des erreurs. Kounitsin jeta un coup d'œil au pilote. Notre travail consiste à le pousser à commettre une erreur, une grave erreur, à s'approcher de trop près. Les 3 jours suivants furent consacrés à la formation théorique. Kounitsin analysa chaque élément tactique, simulation des dégâts, comment produire de la fumée correctement, comment ralentir, comment feindre une perte de contrôle. Provocation. À quelle distance commencer? Comment déterminer si les Allemands ont mordu à l'hameçon? Attaque. Quand faire demi-tour? Comment coordonner les tirs avec le tireur? Il dessinait des schémas au sol avec un bâton. Il faisait des démonstrations de mouvements de main. Il expliquait. Les mitrailleurs s'entraînaient séparément. Saveliev leur apprit à travailler en tandem avec le pilote. Ils apprirent à déchiffrer les signaux, à choisir le bon moment pour tirer et à tirer par courtes rafales afin d'économiser les munitions. Les cours pratiques ont débuté le 1er août. Le commandement a affecté 2 chasseurs La-5 pour simuler des attaques allemandes. Les pilotes ont reçu l'ordre d'attaquer les avions d'attaque comme le faisaient les Allemands, les approcher par l'arrière et par le haut, puis se rapprocher au maximum pour les abattre. Le premier combat d'entraînement fut instructif. Orlov, le plus jeune du groupe, amorça sa descente trop tôt. Le chasseur n'eut pas le temps de se rapprocher suffisamment et la manœuvre manqua de crédibilité. Le « Allemand », le pilote soviétique jouant le rôle de l'ennemi, fit simplement demi-tour et s'approcha par l'autre côté. Gromov, en revanche, a trop attendu. Le chasseur s'est approché à moins de 70 mètres et, pour ainsi dire, a ouvert le feu. Dans un véritable combat, Gromov serait mort. Komarov exécuta la manœuvre presque à la perfection. La simulation était convaincante. Le chasseur s'approcha à moins de 50 mètres. Komarov vira brusquement et se retrouva dans le sillage de l'Allemand. « Là !» cria Kounitsin à la radio. « C'est ça, vous l'avez vu ?» Joukov a également bien performé. Son expérience de pilote de course lui a été précieuse. Il avait un excellent sens de la vitesse, des distances et du timing. La formation a duré 1 semaine. Chaque jour, 2 ou 3 combats d'entraînement. Analyse des erreurs, répétition. Le 7 août, tous les 4 exécutaient la manœuvre avec assurance.
Leurs artilleurs travaillaient en parfaite synchronisation. La coordination était impeccable. « Ils sont prêts », a rapporté Kounitsyne au colonel Galounov, arrivé pour vérifier l'avancement de l'entraînement. « Prêt pour quoi ? À un vrai combat ?» Galounov fronça les sourcils. « Vous êtes sûr ? » ?»« J'en suis sûr. Ils comprennent les tactiques, ils ont répété les manœuvres. Il ne reste plus qu'à les mettre à l'épreuve sur le terrain. Le mettre à l'épreuve en pratique, c'est risquer des vies. Ils risquent déjà leur vie. Chaque mission comporte des risques. La différence, c'est que maintenant, ils ont un outil, une chance de survivre. Galounov resta longtemps silencieux. « Très bien, dit-il finalement. Vous avez une mission de combat demain. Attaquer un convoi dans la région de Krom. Un contact avec des chasseurs ennemis est possible. » Compris. Et une dernière chose, ajouta Galounov en fixant Kounitsyne droit dans les yeux. Vous voyagez avec eux, personnellement. Kounitsyne acquiesça. Je n'avais aucune intention de rester au sol. Le 8 août 1943, un groupe de 6 IL-2 décolla pour attaquer une colonne allemande. Le commandant du groupe est Kounitsyne. Le groupe est composé de 4 de ses élèves et d'un pilote expérimenté d'une autre escadrille, le capitaine Drozdov, celui-là même qui a perdu son mitrailleur en juin. Drozdov connaissait les nouvelles tactiques, mais n'avait pas été formé à celles-ci. Kounitsyne l'a engagé par précaution, au cas où les choses tourneraient mal. Le convoi a été repéré dans la zone désignée. L'attaque a suivi la tactique classique d'approche, d'attaque et de repli. 8 camions et 2 véhicules blindés ont été détruits. Sur le chemin du retour, ils ont été interceptés. 4 Messerschmitt. Ils arrivaient de l'ouest, de la direction du soleil. Une approche classique. Kounitsyne les vit en premier. « Groupe d'attention », dit-il à la radio. « Chasseurs ennemis, 4 appareils. Cap sur 270. Nous opérons selon le plan « chasse ». Ils appelaient leur tactique d'entraînement la « chasse ». Les pilotes ont confirmé. Deuxième, compris. Le troisième, compris. Le quatrième, compris. Cinquième, compris. Drozdov, qui était sixième, resta silencieux. Il ignorait le plan. Kounitsyne expliqua rapidement. Sixièmement, restez derrière le groupe. Si l'un d'entre nous commence à tomber, pas de panique, c'est le plan. Couvrez ceux qui tiennent encore le coup. Je comprends, répondit Drozdov d'une voix hésitante. Les Messerschmitt approchaient. Ils se séparèrent en 2 groupes. Le premier s'attaqua au trio de tête, Kounitsyne, Komarov et Zhukov. Le second au trio de queue, Gromov, Orlov et Drozdov. Kounitsyne regarda les Allemands qui approchaient. 300 mètres. 250. Deuxième, troisième, commençons, ordonna-t-il. Et il commença à tomber. Komarov et Zhukov répétèrent la manœuvre. Les 3 avions d'attaque commencèrent simultanément à cracher de la fumée, à tanguer et à piquer du nez. De l'extérieur, cela ressemblait à une défaite cuisante. 3 véhicules sur 6 furent détruits en un seul passage. Les Allemands sont tombés dans le piège. Les 2 avions de tête commencèrent à descendre. Ils voulaient achever les appareils à terre. Ils se rapprochaient. 150 mètres. 100. « Tout de suite !» cria Kounitsyne. 3 avions d'attaque se mirent soudainement en marche. 3 appareils cabrèrent brusquement. 3 mitrailleurs ouvrirent le feu. Le Messerschmitt de tête reçut un tir de Saveliev en plein moteur. L'avion prit feu et s'écrasa. L'ailier tenta de prendre de l'altitude et essuya des tirs de Komarov. Des obus de canon Vinciel lui arrachèrent l'aile. 2 Allemands en 5 secondes. Les 2 seconds Messerschmitt virent ce qui s'était passé. Ils interrompirent leur attaque contre les chasseurs arrière et commencèrent à prendre de l'altitude, échappant ainsi à la zone de destruction. Mais Gromov et Orlov n'avaient aucune intention de les laisser partir. Gromov, téméraire jusqu'à l'inconscience, se lança à la poursuite de l'Allemand en retraite. Son IL-2 vrombit avec effort, gagnant de l'altitude. Ce fut une erreur. L'avion d'attaque ne put rattraper le chasseur. Mais Gromov eut de la chance. L'Allemand, en tentant de s'échapper, prit un virage trop serré. Il perdit de la vitesse. Un instant, il se retrouva dans le viseur. Gromov appuya sur la détente. Une courte rafale.
2 impacts sur le fuselage. Cela suffit. Le Messerschmitt commença à fumer et s'écrasa. Le pilote sauta en parachute. 3. Le 4e Allemand s'en alla. Il comprit que quelque chose clochait. Ces SA n'étaient pas des proies. C'était un piège. Kounitsin a réuni un groupe. « Des pertes » demanda-t-il. « Le second est intact. Le 3e est intact. Le 4e est intact. 5e, un impact sur l'aile. L'avion tient bon. 6e, je vais bien. » La voix de Drozdov était choquée. « C'était quoi, ça ?» Kounitsin sourit. « C'était une chasse, 6e. Bienvenue. » Le groupe est rentré à l'aérodrome sans perte. 3 Messerschmitts abattus. Aucune perte amie. Le rapport est de l'infini à 0. Voici le résultat. La nouvelle se répandit instantanément dans tout le régiment. Le soir venu, tout le monde était au courant de la bataille, du commandant au mécanicien. Le lieutenant-colonel Smirnov convoqua Kounitsin au quartier général. 3 abattus ? Oui, monsieur, camarade lieutenant-colonel. Et aucune perte ? Orlov a été touché à l'aile. Le trou mesure 20 cm. Les techniciens le répareront demain matin. Smirnov secoua la tête. C'est incroyable. C'est une tactique, camarade lieutenant-colonel. Ça marche. Smirnov fixa longuement Kounitsin du regard. Je soumets un rapport à l'état-major de l'armée. Je pense qu'ils s'intéresseront bientôt à vous à un niveau supérieur. Il ne s'était pas trompé. 3 jours plus tard, une commission du quartier général du front de Voronej arriva au 8e régiment d'aviation d'assaut de la Garde. La commission était dirigée par le lieutenant général de l'aviation Sergueï Ignatievitch Roudenko, commandant de la 16e armée aérienne, l'un des commandants de l'aviation les plus expérimentés de l'armée rouge. Roudenko a passé 2 jours avec le régiment. Il s'est entretenu personnellement avec Kounitsin. Il a étudié les schémas, il a visionné des images des combats d'entraînement. Il a discuté avec les pilotes qui maîtrisaient les nouvelles tactiques. Le 2e jour, il convoqua une réunion. « Camarades officiers, commença-t-il, ce que j'ai vu ici change ma compréhension des capacités des avions d'attaque. » Il fit une pause. Le lieutenant Kounitsin a mis au point des tactiques permettant aux avions d'attaque de survivre au combat contre les chasseurs. Mieux encore, de les vaincre. Cela a été prouvé en pratique. 7 abattus lors du premier combat, 3 lors du second. 10 chasseurs ennemis. Nos pertes, 0. Un murmure parcourut le couloir. Cette tactique est peu orthodoxe, a poursuivi Roudenko. Elle va à l'encontre des directives existantes. Elle est risquée. Mais elle fonctionne. Il jeta un coup d'œil aux personnes présentes. J'ai pris une décision. La tactique « chasse », comme on l'appelle ici, sera étendue à tous les régiments d'assaut de la 16e armée aérienne. Le lieutenant-colonel Kounitsin est nommé instructeur en chef pour cette nouvelle tactique. Il est promu capitaine. Kounitsin se leva et se redressa. « Je sers l'Union soviétique. » Roudenko hocha la tête. « Et une dernière chose. Pour son courage et la destruction de 7 avions ennemis lors d'un seul combat, le capitaine Kounitsin est proposé pour le titre de héros de l'Union soviétique. » La salle a retenti d'applaudissements. Kounitsin passa les 3 mois suivants à déménager. Il a volé d'un régiment à l'autre. Il a formé des pilotes. Il a organisé des exercices de combat. Il a analysé les erreurs. La tactique de Hunt se propagea comme une traînée de poudre dans l'herbe sèche. En novembre 1943, plus de 200 équipages répartis dans 5 armées aériennes le maîtrisaient. Les résultats étaient impressionnants. Les pertes d'avions d'attaque face aux chasseurs ont diminué de 18%. C'était considérable. Cela a permis de sauver des centaines de vies. Le nombre de victoires aériennes remportées par les avions d'attaque a triplé. Les mitrailleurs aéroportés, auparavant considérés comme pratiquement inutiles, sont devenus une force redoutable. Les Allemands ont remarqué les changements. Les interceptions radio ont révélé la confusion des pilotes de la Luftwaffe. Ils se plaignaient à leur commandement. Les avions d'attaque soviétiques se comportent étrangement. Ils ne fuient pas, ils attaquent, ils sont dangereux. Un rapport intercepté disait « Les Russes ont appris à leurs bombardiers à béton à mordre. »
Je recommande de ne pas s'approcher à moins de 300 mètres. Atteindre une distance de 300 mètres est difficile. C'est cette distance qui a permis aux Stormtroopers de s'échapper. Les tactiques de Kunitsin ont fonctionné. Elles ont changé les règles de la guerre aérienne. En décembre 1943, le capitaine Kunitsin reçut l'ordre de se présenter à Moscou. Il a été reçu personnellement par le commandant de l'armée de l'air de l'armée rouge, le maréchal en chef de l'aviation Alexandre Alexandrovitch Novikov. La conversation a duré 2 heures. Novikov posait des questions sur la tactique, sur les détails, sur les résultats. Il était méticuleux comme un ingénieur et exigeant comme un commandant. À la fin de la conversation, il a dit « Capitaine, vous avez fait plus pour l'aviation d'attaque qu'un institut de conception entier. Vous avez donné à nos pilotes un outil de survie. » « Je voulais juste vivre, camarade Marshall, » répondit honnêtement Kunitsin. « Et je voulais que les autres vivent. » Novikov acquiesça. Voilà l'essence de la guerre. Non pas mourir pour la patrie, mais survivre et vaincre. Il se leva et alla à la fenêtre. « J'ai signé un ordre intégrant vos tactiques au manuel de combat officiel des avions d'attaque. À partir de janvier 1944, elles seront enseignées dans toutes les écoles de pilotage. » Kunitsin était sans voix. Ce qui avait commencé comme une improvisation désespérée d'un pilote était en train de devenir la doctrine officielle. « Et une dernière chose, » poursuivit Novikov. « Vous êtes promu major. Vous êtes nommé commandant adjoint du centre d'entraînement aéronautique pour l'utilisation des avions d'attaque au combat. Votre mission consiste à former les instructeurs qui transmettront vos tactiques aux troupes. » Kunitsin se tenait au garde à vous. « Je sers l'Union soviétique. » Le décret attribuant à Fyodor Andreïevitch Kunitsin le titre de héros de l'Union soviétique a été signé le 1er janvier 1944. Le sergent, aujourd'hui sergent-major, Mikhail Petrovitch Saveliev, a également reçu la Gold Star. Son rôle dans cette bataille fut tout aussi crucial. Sans ces tirs précis, Kunitsin n'aurait pas pu abattre ne serait-ce que la moitié des Allemands. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au Kremlin. Kunitsin figurait parmi les héros, pilotes, équipages de chars, fantassins. Des hommes qui ont changé le cours de la guerre. Des hommes qui ont sauvé des milliers de vies. Lorsqu'on lui a remis la distinction, il a pensé à ceux qui n'ont pas survécu. À Voronin, mort une semaine avant cette bataille, à Tchernik, dont l'épouse n'a jamais su comment son mari était mort, à des dizaines d'autres. Ce prix leur était aussi destiné.